Donc je disais, solutions numériques pour la décarbonation avec trois startups qui viennent se présenter et on va balayer un certain nombre de sujets comme la mesure d'impact, comme l'éco-conception, la supply chain et également les consommations, le pilotage des consommations, notamment consommation d'énergie. Pour commencer, je vous présente Julien Motte de la société Sapiology. Julien, écoute, je vous en prie, allez-y. Pour le pitch. Et puis vous pouvez préparer 2 questions après, pas beaucoup plus parce que c'est très, très timé. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Super. Bon, je suis ravi d'avoir l'opportunité de vous présenter Sapiology aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on, via des solutions comme la nôtre, permet de transformer l'industrie, notamment de les décarboner, mais pas que. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez bien conscience que ces transformations sont nécessaires, que ce soit par conviction, que ce soit parce que vos donneurs d'ordre vous y poussent ou parce que les réglementations vous y poussent, il faut vous transformer. Chez Sapiology, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a une raison d'être forte, qui est de faciliter, accélérer la transition de l'industrie vers des modèles durables et résilients. Au début de notre aventure, on a étudié en profondeur l'impact de l'industrie en règle générale et on a vite compris que l'impact d'une entreprise industrielle provenait principalement des produits qu'elle fabrique, en moyenne 80 à 90%. C'est donc en creusant dans l'impact de ces produits qu'un industriel peut réellement transformer son entreprise et réduire ses impacts. Pour mesurer les impacts d'un produit, la méthodologie la plus aboutie scientifiquement, c'est la méthode de l'analyse du cycle de vie des produits. Lorsqu'on fait l'analyse du cycle de vie d'un produit, on arrive en général à la conclusion qu'à peu près 85% de l'impact de ce produit est hérité de la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que chaque maillon de la chaîne rajoute un petit peu à l'addition et que si on veut réellement réduire les impacts de produits, il va falloir collaborer avec les maillons de la chaîne. Dans une chaîne de valeur, il y a des entreprises de toute taille et de tout type d'industrie. Vous pouvez être une entreprise de textile, vous approvisionner en packaging, vos fournisseurs de packaging ou même des fournisseurs qui sont dans la pétrochimie, etc. Il faut donc fournir une solution flexible, adaptée à tout type d'entreprise et toute industrie. Eh bien, c'est ce que fait Sapiology. Sapiology, c'est une web app qui se décompose aujourd'hui en 3 modules. Il y a un module analyse du cycle de vie et éco-conception qui permet aux équipes produits et R&D des entreprises de faire les analyses du cycle de vie de tous leurs produits, de comprendre les impacts de leurs produits et leurs sources, quels composants, quelles matières premières, quels procédés de fabrication, simuler des changements dans leur manière de fabriquer leurs produits et éco-concevoir les futures gammes de produits. Donc c'est donc là un levier fort de réduction des impacts de l'entreprise. Deuxième module analyse organisationnelle et bilan carbone, en fait, qui permet aux équipes RSE et à la direction d'aller se nourrir de ces données d'ACV, de produits, d'aller les coupler à des données de volume de vente ou de production, d'agréger ça au niveau de l'organisation et de comprendre les impacts par gamme de produits, par usine, etc. En y ajoutant ensuite tout ce qui est hors du scope de l'ACV, c'est-à-dire le déplacement des collaborateurs, les immobilisations, on peut faire des bilans carbone réglementaires, donc, ce qui nous permet d'être compliant. Et ces bilans carbone, ils ont plusieurs avantages. Ils sont beaucoup plus précis, puisque modélisés avec des bases de données d'ACV et modélisés avec des hypothèses d'ACV plutôt que des hypothèses de flux monétaires. Ils sont multicritères, il n'y a pas que le carbone. Et ils sont beaucoup plus actionnables, parce que ce sont des données fines qu'on est venu agréger au niveau de l'organisation, et donc on peut zoomer dedans et aller redescendre des objectifs aux différentes équipes. Donc ça fait un vrai outil de pilotage de la transition organisationnelle. Troisième module, c'est le module achat durable. Ce module, il permet aux équipes achats de facilement estimer les impacts du scope 3, identifier les fournisseurs qui y contribuent le plus et collaborer avec ces fournisseurs dans la réduction de leurs impacts, notamment via le prisme de l'éco-conception, dans un outil commun. Ces 3 modules permettent de réellement comprendre en détail les impacts dans l'organisation et de se mettre en mouvement, de mettre toutes les parties prenantes, que ce soit dans l'organisation ou dans la chaîne de valeur, en mouvement dans leur transformation. Il y a ensuite un 4e module sur lequel on est en train de travailler, qui est un module d'analyse de risque, qui permet d'ajouter des métriques supplémentaires à ces métriques environnementales, qui permettent d'estimer les risques sociaux sur la chaîne d'approvisionnement,
C'est d'actualité, on l'a vu avec ce qui se passe chez Decathlon, qui permet d'estimer la sensibilité de l'organisation au changement climatique, aux événements climatiques extrêmes, qui permet de simuler la sensibilité au coût de l'énergie. Pareil, c'est très d'actualité. Le risque géopolitique d'approvisionnement aussi, et toutes ces métriques-là. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que c'est Sapiology? Sapiology, c'est un outil qui permet aux décideurs à tout niveau, que ce soit au niveau produit ou au niveau organisationnel, d'avoir une vision holistique sur les impacts de son activité sur le monde, mais aussi des impacts d'un monde qui change sur son activité, dans le but de lui permettre de piloter, étape par étape, la transformation de son entreprise et de sa chaîne de valeur vers des modèles plus durables et plus résilients. Spoiler alert, in fine, il faut tendre vers une économie circulaire, puis une économie de la circularité, de la fonctionnalité par contre. Et donc il y a des enjeux de changement de business model dont ils sont en train de parler sur la scène d'à côté en ce moment même. Et donc l'ambition de Sapiology, c'est aussi de permettre aux entreprises de simuler ces changements de business model et de vraiment tout simuler dans un outil pour conduire le changement dans l'organisation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ah ouais. Tu m'entends là? Ouais. Non. Ah. Voilà. Non, la question, est-ce que vous arrivez à vous connecter avec des systèmes de gestion traditionnels, des CRP ou des choses comme ça pour gagner du temps dans la récolte? Très bonne question. Merci. Effectivement, le premier goulot d'étranglement pour mesurer tout ça, c'est la collecte de données. Ces données, soit les entreprises les ont structurées dans des outils comme des ERP, des PLM, et dans ces cas-là, on est capable d'ingérer tout ça. On a un module d'import, tous ces outils peuvent exporter en format Excel. La matière première chez Sapiology, c'est la bill of material des produits. Donc nos utilisateurs peuvent même indépendamment uploader toute leur nomenclature dans Sapiology et créer leur propre connecteur. Si nécessaire, on peut développer un connecteur en API avec ces outils pour avoir une connexion en temps réel. Mais il y a aussi des tas d'entreprises qui n'ont pas ces données structurées. Elles ont des enjeux, elles, de twin transition numérique et transition écologique. La deuxième ne pourront pas arriver sans la première. En général, ce sont des PME qui ont 50 ou plus années. Et bien, Sapiology leur permet de faire cette double transition, c'est-à-dire qu'elles vont faire les choses dans l'autre sens. Elles vont décrire la fabrication de leurs produits dans Sapiology, on va leur permettre de générer des nomenclatures pour toutes leurs SKU, toutes leurs références. Et ensuite, on a fait un partenariat avec un ERP belge qui s'appelle Odoo, qui est très développé sur le CIE PME, et on leur permet de pousser toutes ces informations dans l'ERP, ce qui leur permet de s'équiper d'un ERP pour un coût largement moindre. Merci beaucoup. Toujours question aussi par rapport à la data. Comment est-ce que vous arrivez à vous sourcer? Yes, toujours question par rapport à la data. Comment est-ce que vous arrivez à vous sourcer pour les modèles de risque que vous développez? J'ai l'impression qu'il y a énormément de données que vous devez consommer. Et comment est-ce que vous arrivez à les capter? Et du coup, j'imagine, je sais pas, créer des modèles de quantification du risque, etc. Très bonne question. J'ai affaire à une audience aguerrie, c'est bien. Donc effectivement, c'est la deuxième étape, c'est le deuxième goulot d'étranglement. Une fois qu'on a collecté toutes ces données de l'entreprise, qu'on a fait une sorte de jumeau numérique en fait, de l'entreprise, en fait, on peut mesurer plein de trucs. Mais pour ça, il nous faut d'autres données. Il faut aller les chercher. Donc pour les données d'impact environnemental, notre principale source de données, c'est les bases de données d'ACV, notamment EcoInvent. On a fait un partenariat avec EcoInvent qui permet à nos utilisateurs de ne payer que pour les données dont ils ont besoin dans la base de données, ce qui permet de grandement réduire le coût parce que souvent ces bases de données sont très chères. Donc ça permet d'associer des facteurs d'émissions environnementales, d'impact environnementaux à toutes les données de l'entreprise. Ensuite, pour l'impact des risques sociaux, par exemple, on a fait un partenariat similaire avec une base de données qui s'appelle Social Hotspot Database, pareil, qui est très cher. Et pareil, on a mis en place un modèle pay-per-use pour nos utilisateurs. Pour les mesures de risque géopolitique d'approvisionnement, on a des bases de données de l'ONU qui sont mises à jour tous les ans sur les situations géographiques des pays et des zones géographiques. On va coupler ça aux matières que vous utilisez et leur provenance pour la fabrication de produits, des données qu'on collecte pour l'ACV.
Et on utilise la méthode GeoPolRisk, qui est une méthode développée par des chercheurs pour faire des estimations de risque. Pour la sensibilité aux catastrophes naturelles, là, on a un partenariat avec Munich Re, qui est un réassureur, qui est le plus gros réassureur mondial, qui a des données précises à 30 mètres sur les 100 dernières années de tous les événements climatiques et des projections sur les 100 prochaines années. Et donc, ils ont des modèles d'estimation de risque par point géographique à plus de 150 indicateurs, inondations, sécheresse, incendies, etc., etc. Et donc, nous, on est capable, vu qu'on sait tout ce que vous achetez, d'où ça vient, où est-ce que vous le transformez, on a toute une série de points géographiques par où transitent en fait, vos produits. On est capable d'associer une sensibilité au risque. On a fait des estimations de l'énergie utilisée pour fabriquer vos produits. Donc on est capable d'estimer des variations de coûts et l'impact que ça a sur vos coûts de revient. Donc en fait, toutes ces données-là, tout ce jumeau numérique permet avec une seule collecte de données de mesurer énormément de choses. Alors, sans plus attendre, on reçoit donc Alexandre Kipp d'Energy X pour un pitch pareil, 5 minutes et puis quelques questions. Bonjour à tous, du coup vous m'entendez bien là? C'est vrai que c'est un peu perturbant parce que... très bien. Bon, maintenant que je suis Alexandre Kipp, du coup je suis le fondateur d'Energy X. Vous l'avez compris, on va parler en fait d'un sujet qui est devenu, je dirais, crucial pour le secteur industriel. C'est la gestion de l'énergie. Pourquoi est-ce que c'est devenu un sujet crucial? Pour déjà, la première raison, c'est au niveau des coûts. L'énergie augmente en termes de prix et représente une part de plus en plus importante des coûts fixes, en fait, des coûts opérationnels d'une usine, ce qui vient détériorer directement le résultat net. Et on est plutôt sur une augmentation dans les prochaines années. On annonce déjà un plus 50% de coûts énergétiques en 2026. Mais il y a également un deuxième enjeu qui est un enjeu de réglementation. L'Europe pousse la décarbonation du secteur industriel et les clients poussent de plus en plus les usines à communiquer sur leurs engagements en termes de réduction et d'optimisation de leur impact carbone. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, quasiment 80-90% des industriels aujourd'hui ne sont pas équipés en fait, pour piloter l'énergie dans leur usine. L'énergie, c'est une boîte noire sur laquelle en fait, on va s'appuyer sur la facture énergétique, donc les consommations fin de mois, pour comprendre ce qui s'est passé en termes d'énergie dans les usines. Et c'est impossible à partir de ça de faire un levier du coup activable et optimal du coup d'optimisation énergétique. C'est pour ça qu'on a développé du coup Energy X, qui est ce qu'on appelle un SME, un système de management de l'énergie dédié au secteur industriel. Je vais travailler principalement avec des PME ETI et je vais faire du coup de la consommation énergétique au niveau des process. Je vais avoir une interface qui va être simple, c'est-à-dire que je vais m'adresser à des non-experts de l'énergie dans les usines qui sont souvent des responsables de production, des responsables maintenance ou les directeurs QHSE pour les aider à prendre en main du coup la consommation énergétique. Mais également une solution basée sur l'IA et sur des algorithmes intelligents de sorte à pouvoir leur donner toutes les clés en main pour pouvoir comprendre ce qui se passe et agir au bon endroit dans les usines et ensuite impliquer toutes les personnes dans les usines à gérer du coup l'énergie. Concrètement, comment ça fonctionne? Écoutez, c'est très simple. D'un côté, on va avoir des données de consommation, évidemment, de la data de consommation. On va être capable de récupérer ce qu'on appelle les PDL, les points de livraison, c'est-à-dire la consommation énergétique au niveau global usine, Enedis, GRDF, qui va nous donner déjà une bonne visibilité de la consommation globale de l'usine. Mais on va être également capable de récupérer de la data de capteurs qui sont déjà présents dans l'usine, ou s'il n'y en a pas, être capable d'aller déployer nous-mêmes du sous-comptage et des points de mesure directement dans l'usine pour avoir du temps réel et récupérer du coup les données de consommation. Ça, c'est bien. Mais ça ne fait pas tout. On est dans une usine, 80% de la conso, c'est lié à des process, c'est lié à de la production. Donc derrière, il faut faire comprendre les facteurs d'influence. Les facteurs d'influence, c'est qu'est-ce qui va venir faire varier cette consommation. Il y a un gros facteur d'influence qui est déjà la température extérieure. Donc on va les récupérer au niveau de Météo France. Quelle est la température et l'humidité autour de l'usine. Mais il y a également la production. Et là, on va se connecter à l'ERP, on va se connecter au MES en fait, pour récupérer ces datas et être capable en mesure de comprendre qu'est-ce qui consomme à quel moment et pourquoi, du coup, dans l'usine, et évidemment, mettre des caractéristiques métiers pour analyser tout ça. Et ça, concrètement, ça va nous permettre de faire quoi? Globalement, ça va nous permettre d'aller identifier toutes les dérives de consommation énergétique sur les sites industriels. Aujourd'hui, chez nos clients, on arrive à faire moins 20% de réduction de consommation directement sur les sites, en allant identifier en fait les endroits où est-ce qu'on a surconsommé
du coup dans l'usine. Les choses qui sont restées allumées alors qu'on aurait pu par exemple les éteindre. Mais ça peut être des choses qui sont mal réglées, qui peuvent entraîner de la surconsommation. Donc détecter le gaspillage, analyser les consommations en temps réel, détecter le gaspillage et agir. Mais c'est également un gros sujet pour une usine, améliorer la performance énergétique et améliorer la performance dans une usine. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va être capable, en le liant du coup à des process, à faire ce qu'on appelle des IPE, des indicateurs de performance énergétique, c'est-à-dire parler de kilowattheure par unité de production ou par kilowattheure par kilo de matière transformée. Et donc ça va nous permettre de faire des standards en fait, de consommation sur les lignes de prod et du coup détecter les écarts aux standards et pouvoir répondre des questions comme qu'est-ce qui se passe si entre deux productions j'éteins ma machine? Est-ce que ça consomme moins que si je la laisse allumer? C'est le fameux start and stop que vous avez avec votre voiture au feu rouge en fait. Jusque-là, on pensait que redémarrer sa voiture, c'était ça qui consommait le plus. Le start and stop, on voit bien qu'en fait, il vaut mieux arrêter, même peut-être 5 minutes, sa voiture, il vaut mieux l'arrêter, ça consomme moins que la laisser allumer. Donc on va pouvoir analyser tout ça et on va pouvoir optimiser du coup même les process d'un point de vue énergétique pour les usines. Et enfin, il y a évidemment un enjeu RSE, il y a un enjeu de conformité de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va être capable d'aller calculer ce qu'on appelle un energy score au produit, c'est-à-dire de récupérer tous les SKU, tous les ID produits que va produire une usine et pour chacun de ces références produits-là, être capable de leur donner l'impact carbone, précisément scope 1 et 2, ça veut dire au niveau de leur production, sur du coup ces séries-là. Et ça va permettre en fait aux industriels de répondre à toutes les demandes RSE, soit de la part souvent des groupes ou alors en tout cas de leurs enjeux à eux de réduction d'impact carbone, mais également en fait de plus en plus de la demande de leurs clients. De plus en plus, un industriel, il répond du coup à des besoins clients et dans les cahiers des charges des nouveaux appels d'offres, en fait, on doit être capable de communiquer quel est l'impact carbone des produits qu'on va du coup fournir à ces clients-là. Et on va pouvoir les aider là-dessus et on va pouvoir également les aider sur tout ce qui est nouvelles normes, notamment la norme ISO 50001. Qui est un gros sujet pour le secteur industriel. Le gros avantage, c'est qu'il y a des aides qui sont disponibles pour justement favoriser la prise d'action du coup des industriels. Il y a une première aide qui existe, qui est celle pour le passage à l'ISO 50001, qui peut aller jusqu'à 40 000 € de subvention, mais il y a également une aide des C2E pour justement être capable d'aller calculer des IPE, des indicateurs de performance énergétique directement sur les sites. Donc ça vaut le coup, c'est maintenant que ça se passe en fait. Ces aides, elles sont globalement terminées à la fin de l'année, donc c'est un gros pouce en fait à l'action qu'il faut saisir maintenant et dans tous les cas, d'ici 2027, la norme par exemple ISO 50001 sera obligatoire. Concrètement, aujourd'hui, nous, on est déployés sur une 50aine d'usines dans des verticales très différentes, telles que l'agro, la plasturgie, la pharma, la chimie, mais également des équipementiers informatiques sur lesquels on va les aider, du coup, avec leurs équipes, du coup, à manager l'énergie directement dans leur usine. J'ai terminé, je laisse place à des questions. Si vous avez des projets du coup, de management de l'énergie dans vos usines, je suis disponible pour en parler, pour faire des démos un peu plus approfondies du logiciel. Rapidement, ouais, c'est bon. Rapidement, est-ce que du coup vous intégrez de l'intelligence artificielle dans vos modèles et dans le traitement de votre donnée? Oui, bien sûr. En fait, l'objectif, c'est d'aller simuler une consommation optimale sur le site. En fait. En 5 minutes, c'est dur de rentrer dans les détails, du coup, je suis resté là. Mais tout l'enjeu, ça va être nos algorithmes, en fait, vont essayer d'aller simuler quelle est la consommation optimale de cette ligne de production en fonction de tout un tas de paramètres pour dire à l'industriel, bah là, regarde, tu dérives de 10% par exemple par rapport à ta situation optimale de consommation. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les paramètres du coup qui ont changé et qu'est-ce qu'on peut aller optimiser pour réduire ça? Et ça, c'est évidemment de l'IA et des algos. Et ensuite, il y a une deuxième couche d'IA qui va également permettre d'avancer sur de la recommandation. C'est-à-dire aller beaucoup plus loin que ça, être capable de dire à l'industriel, voilà ce qu'il faut faire. Pas juste, attention, ça dérive, mais voilà ce qu'il faut faire pour que ça ne dérive plus. Merci. J'en profite pour juste rappeler qu'il y a un QR code à scanner si vous voulez poser vos questions et être mis en relation. Voilà, écoutez, c'est au tour de la société Herman Sync de se présenter, de présenter la solution plutôt dans le domaine de la supply chain.
Eh bien, bonjour à vous. L'idée, c'est de présenter un peu Herman ce qu'on fait et on va commencer finalement par expliquer notre mission. Nous, on pense que pour sauver le monde de la décarbonation, le meilleur outil, c'est l'IA. Alors, c'est peut-être un peu bullshit parce que tout le monde le dit, mais nous, on est convaincus d'abord et on est vraiment spécialisé en fait de la recherche en intelligence artificielle. Et l'idée, c'est de commencer par vous dire comment on peut aider à optimiser la supply chain et comment on peut anticiper la demande. Là, c'est un exemple tout simple, très simplifié, mais l'idée, c'est de vous dire si on fait les choses à la main versus si on fait avec de l'IA. Puis il y a plein de choses avant d'arriver à l'IA qui vont permettre d'optimiser l'anticipation de la demande et de prévoir ce qui va se passer. Encore une fois, prévoir, ça veut dire qu'on est devin, on va forcément se tromper, donc on met une fiabilité, ça veut dire qu'on met aussi une erreur et on va essayer de calculer cette erreur. Et plus on va avoir une IA qui va travailler finalement, parce qu'on a assez de données, qu'on est vraiment bien équipé, et finalement on va augmenter cette fiabilité et cette fiabilité va nous permettre finalement de réduire nos stocks, ou réduire finalement nos consommations, nos productions inutiles. Alors ces déchets, etc., on verra dans le use case après. Mais vraiment notre conviction, c'est de se dire cette IA va nous aider à anticiper au mieux possible. Donc ce qu'on peut attendre d'une IA, on va dire de la supply chain, et on rentrera après dans le détail, hein, mais c'est de dire, la première chose c'est le BFR. Parce que même si on parle d'écologie, une entreprise ça a besoin de gagner de l'argent, ça a besoin de faire attention à sa trésorerie, et c'est le premier point. Si on arrive à optimiser ça, finalement, on peut faire entendre à un dirigeant qu'on va l'aider finalement sur autre chose que simplement sa trésor. Surtout en ce moment où c'est très compliqué, on va commencer à lui parler de ça, et finalement si on optimise sa trésor et qu'on optimise en même temps son empreinte carbone, on a gagné. Donc la deuxième chose, c'est le coût de possession. Ça revient un peu à la même chose que la trésorerie, mais c'est un peu différent parce que pour ceux qui ont des problèmes de stock, donc tout ce qui est distribution, ce genre de choses, ça va être très très important de mesurer ça et pour savoir si on a besoin de faire un effort, pas un effort, est-ce qu'on a besoin de construire des plus grands bâtiments, est-ce qu'on va surconsommer encore de l'énergie, donc faire très attention à ça. Le taux de service, encore une fois, il faut garder votre client satisfait parce que c'est facile de ne pas avoir de stock, mais là du coup, votre client ne sera pas satisfait, donc il faut toujours garder en tête que la satisfaction du client doit être suivie. Et enfin, l'émission d'empreinte carbone, je dirais que ça aurait dû être le premier point, mais on préfère le mettre à la fin parce que ça intéresse moins les gens, même si ici, je pense que c'est le premier levier. Mais l'idée, c'est qu'on a des exemples où on peut réduire l'empreinte carbone de 30%. Alors, ça ne marche pas pour tous les métiers, c'est pas bon pour tout, mais on peut avoir cet impact-là si on fait et on anticipe bien les choses. Donc on va faire simple, l'idée c'est on va mélanger deux de nos clients parce qu'on ne va pas citer leur nom, mais en gros c'est des géants de la restauration qui vont produire leurs aliments pour les personnes. Donc ils viennent, globalement ils produisent, et est-ce qu'il faut produire la bonne quantité? On va prendre des pains au chocolat, on va prendre des croissants, ce genre de choses. Aujourd'hui, la consommation pour les boulangeries, c'est effarant pour le gaz, c'est effarant pour l'électricité parce que ça a augmenté, ça a explosé et ça devient un vrai problème pour eux. Si on est capable de mieux anticiper la consommation de croissants, de pain au chocolat en fonction du passage, finalement, on ne va pas avoir cette perte. Donc même si les boulangers aujourd'hui sont quand même très forts, ils font très attention à ne pas avoir de perte, un très bon boulanger, il aura entre 2,5 et 5% de perte. 5% de perte, finalement, son émission de carbone, elle n'est pas de 5% parce que c'est une surconsommation en gaz, en électricité qui va faire les choses. Donc si nous on est capable d'aller chercher les données sur Data Connect, donc d'EDF, de dire de combien on a consommé trop d'énergie quand on est sur l'électricité et combien on va pouvoir optimiser si on avait un scénario avant. Je ne sais pas si ça vous parle, le concept d'émission, de mesure de l'émission évitée, mais tout simplement, c'est que vous avez les scénarios probables de ce qui va se passer et celui que nous on va dire. Si on utilise notre solution, donc compris nos serveurs, parce qu'encore une fois, je pense que la question viendra, c'est nos serveurs consomment du CO2, même si on met de l'IA, c'est pas génial, parce que nous aussi on consomme de l'empreinte carbone, mais l'idée c'est de mesurer, si on ne l'avait pas, combien on aurait consommé. Et cet écart, ça permet de dire, bah oui, on a fait un gap ou on n'a pas fait ce gap. Donc pour faire très simple, on peut réduire l'émission de carbone. Dans notre exemple, c'était le cas. On a réduit à peu près de 50% les 2,5% de perte. Donc, il passe entre 1,5 et 2. Et ça reste quand même très bon dans les choses. Donc, on peut réduire cet impact carbone, et notamment s'il y a de la production. Les pertes en moins, finalement, ça c'est le gaspillage. Ça marche vraiment dans l'agroalimentaire, la production. Il y a énormément de pertes. Alors, les meilleurs, ils réutilisent quand même. Ce n'est pas de la perte à 100%. Mais la perte, c'est toujours quelque chose de mauvais parce que même si on a produit et on le jette, c'est encore pire que tout. Parce que ça, c'est vraiment de l'inutilité. Et enfin, la disponibilité produit, ça c'est important, c'est qu'on peut aussi produire mal. Donc si on ne se concentre pas sur le bon produit, on va perdre et en plus on n'aura pas produit le bon. C'est-à-dire qu'on a une perte de chiffre d'affaires. Donc notre objectif à nous, et c'est ce qu'on a eu comme résultat sur plusieurs de nos clients, c'est de se dire on augmente la disponibilité du bon produit, on réduit les pertes parce qu'on n'a pas produit les mauvais, et du coup ça a un impact sur le carbone. C'est-à-dire que ça parle vraiment à tout chef d'entreprise parce qu'on voudrait tous sauver le monde, mais on veut aussi avoir de business parce que c'est aussi pour ça qu'on a fait notre boîte. Donc l'idée c'est de mélanger les deux et notre façon de voir les choses, c'est que l'IA est là pour aider à anticiper et faire mieux prévoir en tout cas ce qui va se passer. Voilà, si vous avez des questions. Du
Du coup, simplement, donc je pense qu'on comprend bien le concept. Où vous en êtes aujourd'hui dans le développement? La solution, elle est en développement, elle est en train d'être déployée. Il y a des POC qui sont réalisés? Alors non, alors là, ce n'est pas des données théoriques. Alors on l'améliore tous les jours encore, on a des modèles d'IA, mais on a déjà des systèmes qui sont en production. On travaille aussi bien avec des très grands groupes mondiaux, dont on n'a pas le droit de dire le nom. On a des petites entreprises, les biscuiteries Jeannette, ça doit vous parler, les Madeleines, voilà. On va de la petite PME jusqu'aux très grandes entreprises. Aujourd'hui, ça fonctionne déjà, c'est implémenté, c'est en route, et ça aide vraiment à réduire l'impact carbone. Et quand on disait les 30% tout à l'heure, c'est constaté dans un grand constructeur automobile. Aujourd'hui, je vais faire très simple, quand la machine de production s'arrête, ils font venir en avion de Chine les freins. C'est une horreur parce que en plus de transporter par la même marchandise, on arrête la production, donc ils perdent à peu près 1 million d'euros à chaque arrêt d'une journée. En plus d'exploser le compteur empreinte carbone, donc pendant le Covid ou pendant l'Ukraine, en fait, ils avaient une stratégie de dire on va réduire notre empreinte carbone. En fait, ils l'ont simplement explosé. Donc là, on a des systèmes qui peuvent aider à mieux comprendre ce qui va se passer. On n'est pas devin, encore une fois, on ne va pas vous dire qu'il y aura une guerre en Ukraine si on n'en est pas capable, mais c'est comment je suis capable de réagir très vite. Aujourd'hui, un humain, il va avoir un delta de 2, 3 mois, 4 mois à comprendre, à réagir. Nous, on réagit en 2, 3 jours. Et ça a été constaté, par exemple, sur des prévisions d'arrivée de bateaux au port du Havre. Nous, on met 1 à 2 journées d'erreur versus tous les autres systèmes aujourd'hui mettent entre 15 et 20 jours d'erreur. Donc ça veut dire que ça change tout pour un approvisionnement et ça peut réduire l'impact carbone. Vous vous connectez avec les ERP des entreprises pour récupérer les données, SAP et tout ça? Alors je ne vais pas vous dire c'est magique parce que c'est toujours un truc chiant, mais oui, on se connecte sur des SAP, ce genre de choses, et des données exogènes, pas que les données du client, parce qu'en fait, vos données, c'est super important, sans ça, on ne fait rien. Mais si on n'a que ça, finalement, on va faire des analyses statistiques. Nous, on va aller chercher, si vous êtes météo sensible à météo, si vous êtes sensible par exemple au VIX, je sais pas si vous parle, mais en bourse, en gros, plus on a peur, plus il y a un indice boursier qui va monter, et moins on a peur, plus il va baisser. Ça traduit finalement l'anxiété de la consommation, pour faire très simple. Et ça a un impact très fort. Si on va aller chercher, qu'on le corrèle à vos données. Alors si vous appelez Sanofi, finalement, si ça monte, c'est plutôt positif parce qu'on va vendre plus d'anxiolytiques. Mais si vous êtes une entreprise de consommation normale, finalement, là, ça va baisser votre consommation, ce qui se passe en ce moment. Le VIX monte et vous baissez. On va les prendre, par exemple, pour les entreprises qui sont susceptibles d'avoir des matchs de foot locaux. Vous êtes à Caen, on est à Caen. Hein. Vous allez avoir un match de foot, l'augmentation des pizzas. Donc ça, c'est logique. Ça se sait, mais si vous voulez mettre des modèles et que vous n'avez pas ça, ça ne marchera pas. Si vous vendez des lotions pour bébé, c'est pareil. S'il y a un impact sur l'indice de naissance, aujourd'hui, il est fortement baissé. Si vous ne le mettez pas, vous allez voir une tendance baissière. Mais vous n'allez pas savoir si ça va être très fort, pas fort, ce genre de choses. Donc, on va rajouter des données. Si vous vendez des matériaux pour les chantiers, on est très fort là-dedans. Si vous avez les décisions des mairies qui sont prises en avance, ça veut dire que vous avez un impact 3 à 6 mois avant même l'appel d'offres. Donc, ça veut dire que ça vous permet de comprendre ce qui se passe. Et plus vous anticipez, plus vous êtes finalement capable de résister aux crises et plus vous êtes capable de réduire votre impact carbone.